Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette salle du casino pour cette rencontre qui va durer à peu près 1 heure. J'aimerais beaucoup vous faire participer si vous êtes d'accord, donc dans la deuxième partie, je vous ferai réagir, je vous ferai poser des questions et on ouvrira la discussion avec les auteurs qui sont là, donc vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous avez envie de dire comme remarque ou comme question pour nos invités. Je vous les présente brièvement, puis on aura l'occasion d'entrer un peu plus dans les présentations ensuite. Dominique Bourg, qui est philosophe des sciences, professeur honoraire à l'UNIL, figure de l'écologie bien connue notamment dans les médias, et là vous sortez, je n'ose plus compter le nombre d'essais que vous avez fait, mais vous sortez en tout cas, oui, mais vous sortez une réédition d'un nouvel essai qui se nomme Une nouvelle Terre, et on va en parler aujourd'hui. Alexis Yenny, ou Alexis Jenny, mais ici on dit Yenny parce que c'est un nom suisse, Alexis Yenny. Vous êtes romancier prix Goncourt, c'était en 2011. C'est important quand même pour ce livre, vous êtes agrégé de biologie, et donc là vous sortez un ouvrage sur les extinctions, les grandes extinctions, l'histoire de 6 grandes extinctions. Ça devrait nous alerter, 6 grandes extinctions, donc on en parlera tout à l'heure. Et donc le titre est assez amusant, la couverture aussi, cette planète n'est pas très sûre, voilà. Enfin amusant, inquiétant disons, mais il y a quand même un petit peu d'ironie là-dedans et c'est intéressant. Et puis Andri Snær Magnason, vous êtes auteur islandais parmi les plus connus de votre pays, poète, dramaturge, nouvelliste, et vous sortez un livre qui se nomme Du temps et de l'eau, Requiem pour un glacier, avec plein de poésie, mais qui adresse toutes les questions qui sont aussi adressées par vos collègues et confrères ici, toutes les questions écologiques et notamment de 6e extinction. J'ai une première question pour vous, Alexis Yenny, qui va nous amener directement dans le dur, c'est-à-dire l'Anthropocène. Vous en parlez tous les trois, hein. Vous en parlez aussi, Alexis Yenny, dans votre œuvre. Dominique Bourg, ça fait partie des choses que vous théorisez le mieux. Vous êtes l'un des experts de l'Anthropocène. Et puis vous aussi, vous le décrivez avec peut-être plus de poésie, Andri Snær Magnason, cet Anthropocène. Alexis Yenny, déjà juste sur une définition de l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est précisément et pourquoi vous en parlez dans votre livre qui parle des grandes extinctions de notre planète? Alors c'est un concept à la fois flou et intéressant. Je dis, en gros, l'Anthropocène, c'est la période géologique où l'activité humaine a un effet sur les phénomènes globaux, planétaires, géologiques, atmosphériques, etc. C'est un peu flou parce qu'on ne sait pas quand en marquer le début. Suivant les auteurs, le début il est au XVIIIe siècle, au moment où James Watt invente la machine à vapeur. Il est après 1945, au moment de la première bombe atomique. Dans l'accélération de l'activité humaine justement après 1945, bon, on ne sait pas trop. Vous avez oublié une hypothèse qui est celle que vous citez et qui est très intéressante, c'est le moment où l'humain aurait refroidi la planète. Oui. Alors, si je me souviens bien, ça serait au XVIIe, avec ce grand drame qui a été la conquête des Amériques par l'Europe, et où la population amérindienne a été décimée à 90%, et donc avec un abandon des cultures, etc., une reforestation de l'Amérique parce que plus personne n'était là pour cultiver. Et la perte de plein de grands mammifères. Et voilà, la perte de grands mammifères. Et puis après, donc, une captation énorme de CO2 par cette nouvelle végétation qui, en baissant le taux de CO2, baisse l'intensité de l'effet de serre et ça refroidit, etc. Donc on cherche en fait un marqueur. Bon, on ne le trouve pas très bien, c'est pour ça que pour l'instant les géologues n'acceptent pas cette époque parce qu'on ne sait pas la délimiter. Par contre c'est très utile parce que le fait que l'activité humaine ait un effet global, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est instructif et nous permet de penser justement l'impact d'activité humaine et peut-être aussi de penser une façon de résoudre ça. Parce que si l'activité humaine a cet impact sur toute la planète, l'activité humaine pourrait avoir aussi une capacité de résolution du problème. L'Anthropocène, comme vous le décrivez dans votre livre, après nous avoir raconté l'histoire des 5 grandes extinctions, on voit l'Anthropocène comme la météorite, c'est-à-dire en fait, l'Anthropocène c'est ce qui court à notre perte, en tout cas décrit comme ça dans votre livre, on a l'impression que c'est ça, c'est une météorite. C'est vrai que vous avez tous entendu parler de la 6e extinction. Il y a 5 grandes extinctions répertoriées. Donc, une, c'est les dinosaures. Bon, les autres sont moins connus.
il pourrait y en avoir plus, ça dépend où c'est qu'on met le seuil d'une extinction. On a mis le seuil de façon un peu arbitraire à 75% des espèces qui disparaissent. Bon, ça c'est une extinction. Il y en a 5 donc répertoriés dans les temps géologiques. Et vit-on en ce moment une 6e extinction? Bon, c'est une vraie question parce que dans les médias, on n'arrête pas de dire les espèces disparaissent à toute vitesse, c'est une 6e extinction, etc. Mais si on reprend une définition très claire, c'est-à-dire qu'est-ce qui disparaît et à quel taux, les espèces ne disparaissent pas à ce point-là. C'est-à-dire que on a bien référencé les espèces disparues depuis 5 siècles, il y en a quelques centaines sur plusieurs millions. Donc on est en dessous de 1% des espèces qui disparaissent. Même si il y a quelques espèces d'insectes qui sont inféodées à un seul arbre en Amazonie, donc quand on coupe l'arbre, elles disparaissent. Mais bon, il y a des millions d'espèces, il y en a quelques centaines qui ont disparu. Nous ne sommes pas dans une grande extinction. Par contre, les populations diminuent. Elles diminuent drastiquement. C'est-à-dire que le nombre d'individus d'une espèce diminue. À un certain moment, ça fragilise tellement cette espèce qu'elle peut disparaître. Et en disparaissant, en faisant disparaître d'autres. Donc il y a un seuil qui est devant nous, et on y va droit devant. Et ce seuil sera franchi dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans, on ne sait pas. Parce que c'est un système complexe. C'est un système qui est à la fois résilient, mais qui peut s'effondrer d'un coup. Donc, nous ne sommes pas dans la 6e extinction. Nous nous dirigeons vers ce qui pourrait être une extinction dramatique, mais qui arrivera dans X années, X dizaines d'années. Voilà. Oui, la dizaine d'années, vous dites dans votre livre souvent, vous dites souvent que 1 million d'années quand vous nous décrivez une période. Donc on voit bien que là, si c'est une dizaine d'années ou un millier d'années, ce sera de façon moins d'1 million d'années. Donc ce sera négligeable. Disons que si on continue comme ça, les écosystèmes sont tellement mis à l'épreuve et les zones de vie sont tellement réduites que clairement la vie sauvage peut disparaître dans quelques dizaines d'années. C'est un vrai problème. Nous ne sommes pas encore dans l'extinction, nous sommes dans la préparation de l'extinction. Très bien. Mais ce qui rassure, c'est que si on lâche la pression sur les écosystèmes, eh bien, les espèces se remultiplient. Le vivant, c'est le proliférant. Et il suffit d'abandonner des lieux, d'arrêter des chasses, d'arrêter des déforestations, et les choses repartent. Et ça, c'est le vivant, il a un côté increvable, c'est-à-dire que il repart toujours. Ça, c'est le côté rassurant de votre livre. Ouais. Même après des millions d'années de catastrophes, en fait, il y a quand même le vivant qui revient. J'aimerais vous faire réagir, Dominique Bourg, à cette idée que le début de l'Anthropocène, c'est quand l'humain refroidit la planète. Je trouve qu'il y a plein d'ironie dans cette idée que la première fois que l'humain marque, en fait, à tel point sa planète, c'est pour la refroidir. Ça vous fait réagir, ça? Oui, alors j'ai plusieurs réactions. Si vous voulez. Déjà, la première, et c'est le même problème pour la 6e extinction que pour ce qu'on appelle l'Anthropocène. La difficulté de dater, c'est qu'on hésite toujours entre le marqueur de l'origine d'un processus. Par exemple, la première datation proposée par Kotzen, Alexis Yenny vient de nous le dire, c'est l'invention de la machine à vapeur, etc. Donc là, on n'est pas sur les conséquences d'un processus. On est au XVIIIe siècle, il faut attendre à peu près 1840 pour qu'on ait vraiment une diffusion de la vapeur dans les différents pays industriels de l'époque. Donc donc là, on va prendre un marqueur d'origine. Mais même, et moi je m'arrête plutôt à la 3e hypothèse, et en fait c'est celle maintenant qui fait un peu consensus, c'est l'idée que on est avec l'explosion de la première bombe à hydrogène. Et on est sur le seuil de la décennie 50, et la décennie 50, on le voit très bien sur les graphes, c'est celle à partir de laquelle, si vous voulez, toutes les courbes qui retracent aussi bien le PIB, l'évolution de la population, que les différentes activités économiques qu'on voudra bien choisir, toutes les courbes, et systématiquement, à partir de 50, toutes les courbes montent au ciel. Hein. C'est les fameuses courbes du Resilience Center de Stockholm. Donc, on a cette difficulté avec l'Anthropocène, parce que maintenant, si je veux vraiment marquer le moment où on rentre vraiment dans l'Anthropocène, je dis bien, on rentre vraiment, où la chose devient évidente, ben là, on va prendre celui
celle des dynamiques qu'on connaît le moins mal, c'est-à-dire celle du climat. Hein, si vous voulez, à partir des années 80-90, milieu même carrément de la décennie, bon, on commence à voir des choses sur le retard des vendanges, sur la fonte des glaciers, etc. Ça n'alerte que certains spécialistes. Le grand public s'en fout complètement. Ils continuent un peu à s'en foutre, mais bon. Mais alors que à partir de 2018, on a vraiment un changement. Dans le climat, c'est complètement différent de ce qui se passe avant. Et je vais vous prendre un marqueur très très simple, c'est la question des canicules. Si vous regardez la Suisse, la France, l'Allemagne, etc., n'importe quel pays dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, mais ils sont moins nombreux, eh bien, vous allez remarquer que des canicules, il y en a quelques-unes par siècle. Et quand vous aviez autrefois une canicule très forte quelque part dans l'hémisphère nord, c'est quasi systématique, vous en aviez une. Depuis 2018, les canicules les vagues de chaleur deviennent récurrentes. Par exemple, en France, et en Suisse c'était pareil, cet été, on a eu 4 vagues caniculaires. Mais si vous regardez la carte du monde, et encore en ce moment, vous en avez une aux États-Unis, vous en aviez une en Chine il y a encore quelques jours, c'est systématique, c'est-à-dire tout l'hémisphère nord est marqué par des canicules à récurrence. Donc là, ouais, on a shifté le climat. On n'est plus du tout la même chose. Donc là, on est dans l'expression du phénomène. Donc toute l'hésitation, c'est est-ce que je prends l'expression, est-ce que je prends le marqueur originel? Alors, les années 50, c'est un bon compromis, je trouve, pour dater, si vous voulez, l'Anthropocène, parce que vous avez un marqueur géologique possible avec l'explosion de la première bombe à hydrogène. Vous en avez d'autres qui sont disponibles, mais celui-là, et on va le retrouver dans toutes les couches géologiques, parce que c'était universel. Et effectivement, toutes les courbes montent au ciel. Mais c'est toujours ça la difficulté. Alors maintenant, si je remonte à cette période de refroidissement, bon, effectivement, mais attention, hein, les sartages qu'on pratique en forêt amazonienne, en fait, si vous voulez, ce qui est vraiment fondamental pour la forêt amazonienne, c'est qu'il ne faut pas interrompre la continuité de la canopée. Parce que c'est une vaste machine, vous avez 6 cycles d'évapotranspiration, c'est-à-dire qu'en fait les vents dominants viennent de l'Atlantique, ils vont vers la cordillère des Andes. Si vous n'avez pas de forêt amazonienne, les pluies vont s'arrêter à 200-300 km en profondeur dans le continent. Là, vous avez 6 cycles, donc en gros les arbres vont restituer une grande partie de l'eau qu'ils vont recevoir. Ils vont avec l'évapotranspiration, ils vont la renvoyer sous forme de vapeur d'eau. Et après, on a tout le problème, et ça, c'est des recherches qui sont très très récentes. Ok, vous avez de la vapeur d'eau, et vous avez au-dessus de la canopée de la forêt amazonienne, vous avez ce qu'on appelle des rivières volantes. Il y a 2 ans encore, vous aviez une équipe du Max Planck Institute et une équipe brésilienne qui ont monté tout un appareil. Alors, ils avaient une immense tour pour aller voir au-dessus de la canopée, pour vérifier, mesurer ces flux de vapeur. Et puis le problème, c'est, ok, d'accord, j'ai de la vapeur, mais comment ça condense? Et donc là, on a des arbres, si vous voulez, il y a quelques essences d'arbres. Le nombre d'arbres, disons, la diversité des espèces, c'est plusieurs dizaines de milliers, je crois bien, en forêt amazonienne, mais il n'y a que quelques essences d'arbres qui produisent des aérosols qui vont faire que la vapeur d'eau rejetée retombe sous forme de pluie. Et donc, tout ce que je viens de vous décrire, vous le trouvez dans la chute du ciel de David Kopenawa. La chute du ciel de David Kopenawa, c'est publié par la fameuse collection Terre humaine en 2010. C'est un dialogue entre un anthropologue belge qui s'appelle Bruce Albert et puis David Kopenawa, qui est un chaman Yanomami. Les Yanomami, c'est un peuple qui est en gros entre le Brésil, enfin dans le Brésil, mais à la frontière vénézuélienne. Lui, il connaît tout ça. Et il le décrit, il indique les essences d'arbres, alors que nous-mêmes, ce sont deux Russes, soviétiques, c'est le côté Poutine, deux Russes, un jeune et un moins jeune, le moins jeune d'ailleurs est maintenant décédé, qui ont identifié, qui ont commencé à poser cette hypothèse des arbres et de leurs aérosols, et je vous l'ai dit, on a fini par les identifier qu'il y a 2 ans. Lui, il sait ça. Et il sait ça depuis des milliers d'années. Parce que c'est une tradition chamanique. Je ferme la parenthèse, je reviens à mon histoire. Donc effectivement, ce qu'il ne faut pas, c'est casser la continuité de la canopée, et c'est évidemment ce que les Indiens savaient. Mais cela dit, la forêt amazonienne était très habitée. Et effectivement, à partir du moment où on les a flingués, essentiellement par les épidémies, toute cette activité agricole s'est effondrée, et effectivement, en repoussant les arbres, on recaptait
Alors c'est quelques ppm, hein, Oui. c'est quand même pas rien, mais en même temps, vous l'avez rappelé, donc on est juste un peu décalé par rapport, ça s'est ajouté à un phénomène qui n'a rien à voir avec ça s'est ajouté au petit âge glaciaire. Hein, le petit âge glaciaire, à l'échelle de la planète, il est à peine sensible, mais il commence à s'initier, si vous voulez, au tout début du XIIIe siècle. Dans la partie ouest de l'Europe, il va être extrêmement sensible à partir de 1330, 1335. Et alors là, vous avez une époque qui était très dure à vivre pour l'Europe de l'Ouest, parce que on s'est payé le caractère extrêmement sensible du petit âge glaciaire, c'est-à-dire en une décennie ou deux, la température a fini par descendre en moyenne d'1 degré. Ça a fait chuter les récoltes de céréales, ça a fait chuter si vous voulez, la densité des poissons dans les étangs, et c'était la principale source de protéines pour les populations médiévales. Et en fait, quand la peste noire arrive, si vous voulez, dans cette partie ouest de l'Europe, 1347-1349, elle va toucher des populations qui sont dénutries depuis 2 ou 3 décennies, et c'est un ravage total, vous le savez, c'est entre 1 et 2 personnes sur 3 qui meurent. Très bien. peu long, hein. Oui, la réponse était très complète. Là, je reconnais que c'était très complet, mais oui, tout était intéressant, donc je vous ai pas interrompu. Question pour vous, Andri Snær-Magnusson. Vous parlez aussi de diverses extinctions. Alors évidemment, vous, l'une des extinctions que vous décrivez avec le plus, certes de poésie, mais de nostalgie, c'est celle des glaciers, de l'eau. Mais vous parlez des crocodiles aussi, qui semblent vous toucher particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette extinction des crocodiles et pourquoi, pour vous, elle est particulière? Yes. Many people think my book is about glaciers, but it's also about crocodiles. So in my book, I'm trying to reframe or reword these issues, sometimes called sixth extinction. And how I can touch the Anthropocene myself with my bare hands. Alors, oui, beaucoup de personnes pensent que mon livre parle des glaciers, mais comme vous le dites, mon livre parle également des crocodiles. Et j'essaye de donner un nouveau cadre, une nouvelle formulation à ce dont on parle comme les 6 extinctions. Et j'essaie également moi-même de toucher ce concept qu'est l'Anthropocène. My grandfather, I write about him in the book. He operated. He was a surgeon in New York, and one of his patients was Oppenheimer, the father of the nuclear bomb. So suddenly I could talk. My grandfather could tell me stories of a person that, for many, created a new era for humanity, the Anthropocene. And his son was one of the greatest crocodile experts in the world. My grandfather's son, that is. No, my uncle. Yeah. So he is an excellent example of how the mightiest creatures of our planet are vanishing, and how suddenly it's in human hands to decide to save them or just let them vanish. So he actually saved. I'm not bragging. It's in the New York Times. So he's claimed to have saved, or his team saved from extinction, about 3 or 4 species of crocodiles. One of them is the Chinese crocodile. So after 150 million years, living ice ages and meteorites and all these geological forces, suddenly man comes, and these mightiest creatures of Earth start to vanish. Donc, non, pas de problème. Donc en fait, pour l'histoire, mon grand-père était chirurgien à New York et il a eu l'occasion d'opérer Monsieur Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Donc mon grand-père pouvait me parler d'un homme qui avait été à l'origine d'une nouvelle ère. Deuxième chose, le fils de mon grand-père, mais pas mon père, mon oncle, était lui un spécialiste des crocodiles. Et donc, c'était intéressant de voir comment un des animaux les plus puissants, les plus forts de la planète, pouvait voir son destin dépendre de l'humanité. C'était à l'humanité de savoir si elle allait sauver ou pas cet animal puissant. Et le New York Times en a même parlé. Donc, mon oncle pouvait se vanter d'avoir sauvé 3 ou 4 espèces de crocodiles.
notamment le crocodile de Chine. Et donc, imaginez ces espèces, ces animaux très puissants qui avaient survécu pendant 150 millions d'années à des âges de glace, à des météorites, et dont le destin ne dépendait que de l'homme, finalement. So, in my book, I wonder what words can you use for such an era? So, my grandfather meets a person that is like a modern Prometheus. That is, Prometheus went to the highest mountain and gave fire to humans, but Oppenheimer went into the smallest material and came out with something bigger than a volcano and gave the leaders of the world the power of fire gods. They could just destroy the planet with a single button. And at the same time, humans have become so strong that leaders of the world, they're meeting to discuss sea level or how they are melting glaciers. That is, Genghis Khan, Julius Caesar, Ramses II, all these crazy tyrants in the past, none of them thought they could melt glaciers. In the Bible, Moses split the Red Sea and it's still remembered, but that's nothing compared to raising sea level by 1 meter. So it's a completely new status where we as humans are deciding the fate of the mightiest animals like the crocodiles, or where we are actually having international conversations if we should have the sea level 50 centimeters higher or 1 meter higher. So, and it's a paradigm shift that we're in, and we haven't really understood that we are in it. It can take 100 years to understand that you're in a paradigm shift. So my challenge in the book is, how do you write about something that is bigger than language? When I can't say the issue is enormous to the 12th degree, how can I do it? So it becomes very natural to use mythology. So my Uncle John, that was the crocodile savior, he referred to himself as, he felt he was recruited on Noah's Ark. So he was, taking species and saving them from some catastrophe. While the scientists I talked to, they refer to themselves as Cassandra. They know the future, but the leaders of the world are cursed with hearing the message but not acting on it. Sorry. I'll just say one sentence at a time. Okay, I'll stop you. Donc, alors attendez. Faut que je revienne au début. Voilà. Donc, mon questionnement, c'était de savoir quel mot utiliser pour parler de cette nouvelle ère. Mon grand-père se décrivait lui-même comme une sorte de nouveau Prométhée. Donc Prométhée dans la mythologie, c'était celui qui avait volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Et en contraste, Oppenheimer avait pris des matériaux pour faire un feu divin, destructeur, et il avait donné cette puissance à des hommes qui étaient capables de détruire la planète en appuyant sur un bouton. Donc on se retrouve avec les leaders du monde entier qui sont capables de parler du niveau de la mer, qui sont capables de parler de la fonte des glaciers, du changement climatique, et on se rend compte que des figures historiques imposantes comme César ou Gengis Khan, eux-mêmes n'avaient pas ce pouvoir. Même dans la Bible, Moïse ouvre la mer pour son peuple, mais ce n'est rien en comparaison de cette capacité qu'ont ces leaders du monde entier de se réunir et de parler du niveau auquel qu'il faut viser pour le niveau de la mer, si c'est 1 mètre, si c'est 50 cm. Donc, je reviens à ce que je disais auparavant, c'est totalement nouveau, c'est nous les hommes qui décidons de l'avenir des animaux les plus puissants, les plus dangereux de la planète, comme les crocodiles. Nous créons un nouveau paradigme, et c'est à nous de savoir où nous nous situons
dans ce nouveau paradigme. Et en ce qui me concerne, c'est à moi de découvrir comment on peut écrire et décrire quelque chose qui dépasse le langage. Alors souvent, on a recours à la mythologie pour ce faire. Mon oncle John, par exemple, parlait de lui-même, mon oncle qui a sauvé donc des espèces de crocodiles, comme une sorte de nouveau Noé. Il construisait une arche pour sauver des animaux. Les scientifiques aiment aussi se comparer parfois à Cassandre et jouer avec le dessein de l'humanité. Et enfin, les leaders de la planète, visiblement, sont capables d'entendre ce qui se passe, mais l'action n'est pas toujours au rendez-vous. Vous êtes en train d'arriver avec Moïse notamment sur la deuxième partie de cette discussion avant de passer la parole au public. Donc je vais revenir vers vous avec une question qui va évidemment faire beaucoup réagir Dominique Bourg. Mais d'abord Alexis sur les crocodiles précisément. Parce que moi quand je lisais votre livre je me suis dit on va essayer d'apprendre des extinctions précédentes pour savoir qu'est-ce qui survit, qu'est-ce qui tient. On va essayer de tirer une leçon. Et donc là le crocodile, voilà un bon exemple de quelque chose qui est censé tenir, qui est censé résister aux extinctions parce qu'il l'a déjà été. Et on est en train de se rendre compte que, en ce moment, le crocodile va pas bien du tout et qu'il pourrait mourir avant nous. Est-ce que vous avez tiré des leçons de ce qui résiste, de ce qui résiste pas en parcourant ces histoires de grandes extinctions? C'est un peu compliqué de répondre clairement. Alors, je pense qu'il y a des cas, chaque extinction c'est un cas d'espèce. En fait, ce qui a provoqué l'extinction à chaque fois, c'est des bouleversements climatiques généraux. C'est-à-dire que la météorite dont on parle, par exemple pour les dinosaures, aurait créé quelque chose comme on a une sorte d'hiver nucléaire, c'est-à-dire accumulation de poussière dans l'atmosphère, baisse du rayonnement solaire, etc. Donc pendant X années, un coup de froid géant, un arrêt de la photosynthèse, donc dévastation des écosystèmes. Pourquoi les crocodiles ont survécu? Parce qu'en fait, il n'y a aucune trace de baisse de fréquence des crocodiles autour de ces 66 millions d'années de la disparition des dinosaures. On fait l'hypothèse que c'est une espèce opportuniste qui mange un peu n'importe quoi et donc peut survivre dans un moment de famine. Alors que les dinosaures étaient extrêmement évolués, extrêmement spécialisés, et donc quand ce très bel écosystème du Crétacé s'effondre, leur niche s'effondre. Voilà. Et en fait, les espèces disparaissent non pas quand les individus meurent. Les espèces disparaissent quand leur environnement meurt, leur niche écologique disparaît. Et c'est ça en fait. On pourrait presque dire qu'une espèce n'existe pas en tant que telle. Une espèce, c'est une émanation d'une certaine niche écologique. Donc quand celle-ci disparaît du fait de l'activité humaine, l'espèce va disparaître en même temps. Voilà. Pour revenir à la question... Donc les espèces qui sont les moins spécifiques de niche écologique, qui sont les plus basiques entre guillemets, les moins évoluées comme vous disiez, tiennent mieux. On fait l'hypothèse que les mammifères, s'ils ont survécu pour l'histoire de ces dinosaures, de cette crise de 66 millions d'années, ils auraient survécu parce qu'ils étaient petits. Et ils consommaient des ressources assez abondantes. Il y avait beaucoup d'insectivores, par exemple. Donc, il n'y avait pas ces réseaux trophiques très complexes qu'il y a maintenant. Ils étaient capables de se nourrir de peu et d'un peu n'importe quoi. Donc, ils ont pu survivre. En fait, et puis il y a un facteur chance aussi, c'est-à-dire que que dans ces grandes catastrophes environnementales, les disparitions sont statistiques, c'est-à-dire qu'on a ou probabilistes en fait. Voilà, on a plus de chances de disparaître, mais on peut ne pas disparaître. Donc en fait le grand problème des extinctions, c'est un effondrement d'un écosystème complexe dont la diversité se réduit. Qui peut accueillir moins d'espèces et ces espèces disparaissent. C'est pour ça que la biodiversité dont on parle souvent, c'est quelque chose de totalement essentiel. La biodiversité, en fait, c'est la solidité des écosystèmes. Si la biodiversité baisse, l'écosystème se fragilise et peut s'effondrer. Question pour vous, André Magnason. Vous parlez de religion dans votre livre. C'est aussi le cas de Dominique Bourg et c'est le thème que je voulais aborder maintenant. La religion à la fois comme cause de l'anthropocène, du réchauffement climatique, et à la fois comme solution. Ça, c'est notamment ce que vous théorisez, Dominique Bourg. Déjà,
Andries Magnason, vous citez le livre de Jonas, ça, j'ai adoré, vous citez Jonas dans votre livre, ça peut me faire que plaisir, mais à votre avis, quel est le rôle de la religion dans la disparition des glaciers, dans l'élévation du niveau de l'eau? Quel est, vous, le lien de cause à effet que vous voyez entre la religion et ces phénomènes climatiques? Yeah, so in my book I'm kind of like when I was fighting for an area in Iceland, you can translate, there was a big valley that was to be drowned in Iceland. Donc en fait en Islande, il y a une vallée qui devait être noyée. And it was a beautiful valley full of wildlife and formations and a big river running through it. And we were fighting for the valley and we were trying to argue for this nature. Et donc c'était une vallée très belle, c'était une vallée où il y avait des formations géologiques très particulières, et on a essayé de trouver des arguments pour contrer ce projet. So that biologists, they could talk about biodiversity, but we could only say that we need to save this valley because it might be good for tourism, or we have to save this valley because it might be a good place to make a Star Wars movie. We could not say we feel. But then I found a book at my grandmother's house from 1930 where a person was traveling in that valley and he explained this place as, and he explains this in this Baroque lyrical language of his soul resonating with the divine eternity, echoing the glacier's dome, and he was describing in a very extreme language the holiness of the area. Donc nous, on aurait aimé jouer sur l'argument de la biodiversité, mais visiblement, on arrivait à se faire beaucoup mieux entendre en parlant de tourisme et en parlant de lieux où on pourrait tourner des épisodes de la Guerre des Étoiles. Donc, à cet égard, par rapport à cette vallée, j'ai retrouvé un livre chez ma grand-mère, un livre qui date des années 30, et dans ce livre, donc, l'écrivain parle de son voyage dans cette vallée de manière très baroque, de manière très lyrique. Il parle de son âme qui résonne avec le paysage, avec l'éternité divine, les glaciers. So I was thinking, every single civilization has found something holy in nature. A holy valley, holy river, holy waterfall, holy mountain, holy forest. But I was thinking, we are in this rational system where I could only explain the existence in terms of it might be good for tourism or good for the brand of Iceland or something. I could not explain anything deeper, not even explaining nature as having a right of its own. So I was thinking, where did we lose that when we were building up these rational systems, rational schools, rational science, rational governments? And how ironic is it that the outcome of all this rationality is not rational, is an earth going off the rails, is an apocalyptic outcome. In hindsight, it would have been more rational to have thought at least half the rivers were holy, half the mountains were sacred, and there was a god in the forest, because the old tribes always said, don't go in there. If you destroy this, something terrible will happen. And then the engineers came and they said, like, I see nothing. And then they just cleaned it away. But guess what? Something terrible is happening. So in my book, I'm kind of flirting with the mystic or mythology or the poetic, this place, asking questions. So when I was invited to interview the Dalai Lama. Oh, sorry. Donc, quand on y réfléchit, chaque civilisation a trouvé une dimension divine, une dimension sainte dans la nature, que ce soit des chutes d'eau, des forêts, des montagnes.
Et néanmoins, on se retrouve aujourd'hui dans un système totalement rationnel. C'est-à-dire que je ne peux même pas expliquer, ne serait-ce que le fait que la nature par elle-même a le droit d'être, tout simplement, puisqu'elle est. Et je me demande quand est-ce qu'on a basculé, en fait. Quand est-ce qu'on est passé dans cette rationalité qui, au fond, est totalement irrationnelle, puisque la conclusion de la rationalité telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est l'apocalypse. Il aurait mieux valu que on dise, par exemple, 50% de la forêt, c'est un lieu divin, c'est un lieu magique, il ne faut pas y aller. Et si on y va, il va se passer quelque chose de terrifiant. Le problème, c'est que les ingénieurs y sont allés et ils ont dit, non, il ne se passe rien du tout. Mais en fait, si, il se passe quelque chose. Et on voit ce qui se passe maintenant. Donc, dans mes livres, j'aime bien effleurer tout ce qui est mythologique, poser des questions, et je vais vous parler du Dalai Lama. Yeah, so I was thinking, what can I ask a person that has reincarnated 14 times? It has to be a very deep question. So I was thinking about, in Nordic mythology, the world started with a frozen cow. It sounds like a misunderstanding. So in the beginning of the world, there was a frozen cow, and from the udders of the cow came the 4 rivers that nourish the world. But if you go to, and if you look at the Himalayas, then the most sacred place of the Ganga is called Gomukh, and that means the mouth of the cow. So, and then when you look at the role of the glaciers in the Himalayas, they are actually feeding 1 billion people. So it's like, of course, ice as a source of life, because glacial water is better than normal water. It's full of silt and it replenishes the plains. So it's like, of course, the holy cow is a glacier. And now we're in this mythological place where this origin of life is receding. And then somebody asked me, why are you writing this book? And I decided not to answer in a rational way. I said, I got a revelation from the frozen cow. And she told me to save her life. So that's Jonas. I'm here to tell you, we have to save the frozen cow. Et donc maintenant en français, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais. Que les autres puissent applaudir aussi. Exactement. Oui. Après, vous pouvez applaudir ou pas. Donc en fait, je me suis dit, en rencontrant le Dalai Lama, quelle question je peux poser à quelqu'un qui s'est réincarné 14 fois? Alors, j'ai réfléchi, et dans la mythologie nordique, le monde commence par une vache congelée, une vache gelée. Et de cette vache coulent 4 rivières qui nourrissent le monde. Et dans l'Himalaya, un des lieux les plus sacrés s'appelle Kamuk. Et Kamuk veut dire la bouche de la vache. Et après, quand on voit l'Himalaya avec tous ces glaciers, on peut voir que de la fonte des glaciers coulent des rivières qui permettent à des millions de personnes de vivre. Donc, l'eau des glaciers nourrit ces personnes. Donc, j'ai commencé à comprendre que cette vache sacrée, c'était un glacier, tout simplement. Et que maintenant, cet océan de vie que sont les glaciers, cet océan est en train de devenir de plus en plus petit. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire mon livre, c'est peut-être cette révélation de la vache gelée. Et donc, c'est dans la même veine que le livre de Jonas que j'ai voulu l'écrire. Joli. Les francophones applaudissent aussi, oui. Il reste 5 minutes avant de passer aux questions. Dominique Bourg sur la religion, vu que vous en parlez largement dans le livre. Est-ce qu'il y a dans la religion les fondements de ce qui nous a amené à la catastrophe, ou est-ce qu'il y a dans la religion les clés de ce qui va nous sauver? Ou est-ce que c'est les deux? Les deux, mon général. Pourquoi? Mais juste avant de vous répondre, je voudrais revenir quand même à cette histoire d'anthropocène. Non, mais c'est très rapide. Oui. Moi, ça me gêne beaucoup parce que, si vous voulez, on se bloque sur le premier état de l'anthropocène et on joue au matamor. Mais l'anthropocène, il va être suivi
écoutez-moi bien, d'un méga baphanthrope. C'est-à-dire qu'on va recevoir une baffe gigantesque. Et on va tomber de très haut. Vous l'avez déjà aujourd'hui au Pakistan. Hein, je vais prendre un exemple tout à fait concret. Le Pakistan, de la mi-mai jusque vers la fin août, c'est des températures avoisinant, parfois dépassant les 50. Et aujourd'hui, si vous voulez, les pluies de la moisson sont 3 fois ce qu'elles devraient être. Donc ce sont des inondations gigantesques avec des flux d'eau plus hauts que cet immeuble et qui emportent en quelques secondes des immeubles de ce type-là. Et sur un tiers du territoire. Donc en fait, là, l'enjeu, si vous voulez, d'une manière générale, du dérèglement climatique auquel vous pouvez associer l'effondrement court, comme l'a dit Alexis Génion, commence déjà par l'affaiblissement des populations et ensuite, après seulement, la disparition des espèces. Donc là, c'est un territoire qui devient inhabitable. Maintenant, si vous regardez les cartes du groupe 2 du rapport 6 du GIEC, donc le dernier rapport, vous voyez qu'en fait, et je ne peux pas vous l'expliquer, je pourrais vous l'expliquer, mais j'ai pas beaucoup de temps, c'est le phénomène de la chaleur humide. Aujourd'hui, toutes les populations qui sont très largement autour des tropiques, selon un scénario très probable, c'est inhabitable. C'est inhabitable dans quelques décennies. Et en fait, si vous voulez, ce qui nous arrive aujourd'hui, je vais le corréler à un papier qui est devenu très célèbre depuis, qui est paru au début de l'été dans les PNAS, une revue américaine scientifique très, très connue, qui dit jusqu'à maintenant, on a vraiment sous-estimé, au début de l'été, on a sous-estimé les potentialités catastrophiques de ce qui nous arrive, et c'est très dangereux. Parce que finalement, on n'a pas indiqué vraiment aux gens ce qui pouvait nous arriver. Et il donne cet exemple du fait que, associé à une élévation de la température qui reste encore basse, hein. Aujourd'hui, on est entre 1 degré 1 degré 2 de plus que ce qu'on connaissait au 19e siècle, pour dire les choses rapidement. Or, on a déjà des phénomènes auxquels, si vous regardez la littérature scientifique il y a quelques années, auxquels on s'attendait pour une augmentation de 2 degrés. Mais on aura les 2 degrés, évidemment. On ira même au-delà. Et donc, si vous voulez, là, vous voyez que Anthropocène, tel qu'on a commencé à l'expliquer, ça nous induit totalement en erreur. C'est l'idée d'humanité vraiment surpuissante qui fait ce qu'elle veut. Non, on a déclenché des phénomènes qu'on ne va pas contrôler et qui sont en train de nous tomber dessus. Donc c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec ce mot anthropocène, parce que suivant la manière dont on le comprend, on peut en tirer l'inverse. Alors maintenant, pour revenir à la question religieuse, c'est très clair. Un texte religieux, c'est un texte qui est censé vous parler pendant des milliers d'années. Donc pour qu'il puisse vous parler pendant des milliers d'années, il faut qu'il dise une chose et son contraire. Sinon, il ne va pas vous parler pendant des milliers d'années. Et donc effectivement, le christianisme aura été une matrice et associé à ce qu'on appelle le mécanisme. C'était l'idée, si vous voulez, que finalement, et si vous avez ça dans Genèse 1, 26, nous sommes les seuls, les êtres humains, alors on est une espèce d'une prétention absolument horrible, hein, nous sommes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à dominer tout ce qui est sur terre. Alors il y a des textes qui vous disent l'inverse. Il y en a 2 qui vous disent rigoureusement l'inverse, hein, Genèse 2,7, 1, 30, peu importe. Je ne vais pas développer ça, mais nous, on n'a retenu que ça. Et donc, dans ce sens-là, effectivement, le christianisme a été totalement congruent avec le mécanisme. Le mécanisme, c'était quoi? C'est la nouvelle manière de comprendre le monde associée à l'émergence de la science physique naissante. C'est l'idée que le monde se réduit à un agrégat de particules matérielles. Donc, le monde, c'est con. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas de sensibilité. Et en fait, on dit toujours les animaux machines, mais non, c'est les animaux et les plantes. Ce n'est que de la mécanique. La seule intelligence, c'est l'intelligence humaine. Alors imaginez la prétention. Parce que franchement, on est une espèce rente-en-plan. Vous ne pouvez pas imaginer une espèce plus conne que l'humanité, puisqu'elle a tout fait pour s'autodétruire. Et elle est en train d'y parvenir. Donc moi, l'humanité, espèce surintelligente, j'ai franchement quelques doutes. Et puis je vais en rajouter une couche en dehors de la religion, mais ça, il n'est pas là, c'est le livre qu'on a produit avec un ami mathématicien. Il n'y a pas de science sans ignorance. Mais des connaissances associées à des ignorances, mais de vraies connaissances, en silo, associées à une espèce prétentieuse, ça vous donne un pouvoir de destructivité gigantesque dont on voit aujourd'hui
les résultats. Ce livre aurait dû s'appeler Science et destruction, mais mon petit camarade mathématicien, il est trop scientifique pour qu'il a fait une scène, hein, et on l'a appelé Science et prudence. Non, mais il y a aussi Science et destruction. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Oui, Alexis, une réaction rapide et après on écoute quand même quelques questions. En 2 mots, bon, cette histoire de religion, en effet, il y a cette idée que l'homme est censé posséder la nature et en faire ce qu'il veut. Mais aussi le contraire, c'est intéressant vrai, aussi de l'entendre. mais- Et qu'en fait, il suffit d'aller puiser ce qui nous arrange à quelle Non, mais époque. n'oublions pas que l'économie chinoise ou l'économie indienne sont totalement dévastatrices sur leur lieu d'exercice, et c'est pas des sociétés chrétiennes. C'est pas que la faute du christianisme, Ben ce que vous voulez non, dire. Oui, mais- enfin, je crois pas qu'il a dit ça non plus, mais oui. Non, mais c'est pas, parce qu'il y a un peu une sorte de polémique autour de ça, comme si les propos bibliques étaient une sorte d'ADN qui contenait en soi toutes les dévastations futures. Non, la dévastation, ça marche très bien avec le taoïsme et avec l'hindouisme. Hein, peu importe, c'est comment dire, c'est le désir comment dire, de business, d'enrichissement, etc., qui détruit les écosystèmes. Compris. On a 13 minutes pour des questions. Oui, la première de... Ici, on vous amène un micro, je crois, comme ça on vous entendra bien. Je crois que c'est madame en premier. C'est madame. Oui. Est-ce qu'on doit croire au rapport qui dit que l'humanité va diminuer de moitié assez rapidement? Qui veut réagir à ça? Dominique Bourg. Alors, vous savez, c'est toujours très difficile de faire des prévisions. Justement, on se rend compte, si vous voulez, notre connaissance du climat, et c'est pas rien. Hein, et en fait, ben voilà, manifestement, on a été débordé. On est sur une moyenne. La moyenne ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait. Les événements extrêmes, ben justement, la moyenne ne vous permet pas forcément de les appréhender, et on pourrait avoir un basculement qui pourrait être une surprise. Donc, j'en sais rien. Je ne vais pas vous répondre. Ce que je sais, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on est dans une dynamique à la fois de péjoration de l'habitabilité de la Terre. Ce sont tous les événements extrêmes, de réduction, montée des mers, devenir aride de certains territoires, ou par exemple là, effectivement, si vous avez des moussons gigantesques récurrentes, vous ne pouvez plus habiter, parce que tous les ans, tout est détruit. Enfin, une partie des choses sont détruites, et ce qu'on appelle la chaleur humide, bah, ça joue entre les deux. Ça va du pourrissement. En soi, la chaleur humide, ça veut simplement dire que pour réguler votre température intérieure, la maintenir à 37 degrés, et ça concerne bien d'autres animaux. Et alors c'est autre chose pour les plantes, mais les protéines végétales, ça peut aussi griller. Et donc vous régulez votre température, et c'est un effet physique, par l'évaporation de votre transpiration. Or, quand vous associez à une chaleur élevée un taux d'humidité très important, la marge que vous avez se réduit. Ce qui fait que quand vous avez le cumul des deux, le temps que vous pouvez passer dehors est court, et le temps que vous pouvez passer dehors soit en travaillant, soit en vous adonnant à une activité sportive, et plus court encore, sous peine de dégradation physique, voire de mortalité. C'est aussi ce qui explique la mortalité. On a recalé ça sur toutes les canicules qu'on connaissait depuis les années 90. Donc oui, la population humaine va diminuer, mais on est incapable de dire, si vous voulez, dans quelle proportion. Puis ça va dépendre aussi beaucoup de la réaction des êtres humains à ce qui leur arrive. Plein de questions. Là-bas... J'aime bien M. Bourg avec la société Rantanplan, parce qu'en fait, vous dites qu'il n'y a plus de Homo sapiens, on est Homo erectus, en fait, c'est tout, hein, je crois. Mais on a parlé jusqu'à maintenant de l'historique et de la philosophie, et le sujet, c'est quand même que faire pour notre planète. Alors, est-ce que vous pouvez, peut-être, tous les participants, dire qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment? Je sais que M. Bourg, par exemple, il est pour la contemplation, dans un certain sens, mais je crois que moi je suis un scientifique, j'aimerais bien avoir votre avis sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'on a quand même un problème démographique. Il y a 100 ans, on était 1,5 milliard, maintenant on est 7 milliards, et ça c'est... en 58, on était 2,8 milliards, donc c'est ça le problème, et c'est ça qu'il faut discuter, je crois. Que faire? Alors, vous avez demandé l'avis des trois, donc je vous demande d'être bref. Sauver le monde en 3 phrases, 4 phrases maximum. Andrisner Magdasson, que faire pour sauver la planète? Well, scientists tell us that we already have, so it's both technological and social. There is behavioral changes, but also technology that has to be deployed, because we are addicted to the superpowers oil, coal and gas has given us.
and we need radically just to stop burning all these fossil fuels. So that's for the first, just to stop this process of the warming. And then I actually, if you want to be optimistic, that when solar technology and maybe heat pumps and all this technology has been scaled up over the next 20 years, then we might start seeing processes where places that are, just like many places in Africa, never went to the landline, they went directly to the cell phone in terms of technology. We might see places rising from poverty without stepping through oil, coal and gas, but going directly to solar. And just like Iceland was uninhabitable in 1900. We were exporting people, but we used the disadvantages of Iceland as an advantage. That is, the cold oceans were actually full of protein. The volcanoes were giving us water to heat our houses and keep us alive during the winter. So maybe if we want to be optimistic and we look at scaling up of solutions, that maybe places that are seemingly uninhabitable, they actually have plenty of heat and sunlight and maybe possibilities to grow things, maybe indoors or shield people from too much heat. So I don't think we have to look at a linear decline. I think if we scale up the solutions as fast as possible, and that's of course the responsibility of the nations that advantaged from oil, coal and gas to do that, then those solutions might spill over to places that are vulnerable today, and we will see maybe a better future. So that's what I hope. Donc, les scientifiques nous parlent de tout ce qui est technologique et de tout ce qui est social. Donc, il y a un changement de comportement peut-être à induire. On est véritablement accro au pouvoir que nous donne le pétrole, le gaz. Donc, il faut arrêter d'utiliser tout ce qui est carburant fossile. Et si on fait preuve d'optimisme, on peut imaginer l'énergie solaire, des pompes à chaleur qui, si elles sont développées d'ici les 20 prochaines années, pourraient permettre justement à des endroits où la vie est compliquée d'aller mieux. Je vais donner simplement un parallèle. Imaginez par exemple que dans beaucoup d'endroits, par exemple en Afrique, les gens sont passés de pas de téléphone du tout à un téléphone, un smartphone, un téléphone portable, sans passer par un téléphone filaire. Et donc, on peut très bien imaginer que des zones de la planète qui sont très pauvres, où la vie est difficile, pourraient tout d'un coup bénéficier par exemple, l'énergie solaire, sans passer par l'utilisation des carburants fossiles. Il faut savoir, par exemple, que l'Islande, en 1900, était jugée inhabitable et il y avait beaucoup de gens qui émigraient d'Islande. Sauf qu'en Islande, on est parvenu à changer de point de vue, et ce qui était problématique pour nous, c'est-à-dire les volcans et le fait d'être entouré d'un océan très froid, sont devenus des solutions. Parce que dans les eaux froides, il y a des protéines, donc qui nous ont permis de nous nourrir, et les volcans nous ont permis de chauffer nos maisons et de produire une énergie. Donc, toujours en faisant preuve d'optimisme, si on arrive à avoir une énergie solaire exploitable à plus grande échelle, on pourra faire des lieux inhabitables, des lieux où l'on peut vivre en faisant des cultures, par exemple, sous serre, pas forcément à l'extérieur, etc. Il ne s'agit pas de voir ça comme une évolution linéaire. Il faut accélérer ces progrès, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra avoir un avenir plus brillant. Alexis Yenny. Oui, alors moi je suis un pauvre romancier, hein, donc c'est compliqué de sauver le monde. Pauvre biologiste aussi, voilà, quand ouais. même. Non, parce que le problème, c'est l'activité économique humaine qui produit énormément de gaz à effet de serre, choses comme ça. Enfin, la solution, la seule, c'est de réduire cette activité. Alors, la réduire par l'abandon d'un certain nombre de choses, par l'économie, voilà. C'est et ça,
ce qui est nécessaire là-dedans, finalement, c'est une réduction du niveau de vie. Et c'est très problématique. Mais pour les Occidentaux, il faudrait que le niveau de vie soit réduit. On a une chance incroyable. Beaucoup d'Indiens sont végétariens. Ça sauve le monde. Parce que si ils mangeaient de la viande comme nous, il n'y aurait pas assez de pâturage sur Terre pour faire paître les vaches. Donc il y a un problème. Et c'est vrai que les solutions ne peuvent être que radicales. Alors ça peut être dans une pénurie généralisée ou dans une sobriété voulue. Mais je pense que la sobriété est une nécessité. Donc se poser la question de l'utilité de telle ou telle machine, tel ou tel pan de l'économie. En fait, on touche les bords de l'écosystème, là. On n'a plus la place. Donc il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'il faut garder. Dominique Bourg. Très proche de ce que vient de dire Alexis. En fait, si vous voulez, pour savoir comment on peut résoudre un problème, il faut déjà bien comprendre le problème. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité sur Terre? Alors là, il y a, si vous voulez, unanimité de l'expertise. C'est la masse d'objets qu'on produit. C'est le nombre et l'étendue d'infrastructures qu'on aménage. C'est effectivement notre type d'agriculture avec nos modes alimentaires par trop carnés, et évidemment la biomasse humaine. Alors pour le dernier côté, la biomasse humaine, ça renvoie à la question de madame, ne vous inquiétez pas, c'est parti, ça descend. Donc si vous avez compris ça, ça veut simplement dire qu'il faut réduire. C'est ce qu'on appelle la décroissance. Vous trouverez ça dans l'IPBES, dans le GIEC, dans le rapport, un des rapports assez récents, là, d'il y a 1 an et demi, de l'Agence européenne de l'environnement. Tous les experts sont d'accord. Les seuls qui ne sont pas d'accord, ce sont les politiques et un certain nombre d'économistes. C'est gênant, et en général, la population. Ok, donc c'est assez mal barré pour la solution. Alors, si vous imaginez que vous allez vous en sortir avec les techniques, c'est compliqué, parce que nos techniques, si vous voulez, elles nous permettent soit de réaliser des gains de productivité, c'est-à-dire de produire des biens ou des services en consommant moins de ressources, mais vous le savez, à partir du moment où on fait ça, ça veut dire qu'on abaisse le coût d'un bien sur le marché et que vous avez de plus en plus d'acheteurs, donc au lieu de réduire la consommation de ressources, vous l'augmentez. Soit avec vos techniques, génie humain, en partant des grandes fonctions humaines, habillement, communication, déplacement, etc., on marchandise des choses qui n'étaient pas jusqu'alors. Par exemple avec nos smartphones. Et donc là, on suscite de nouveaux flux d'énergie, de nouveaux flux de matière. Donc tout ça, ça détruit. Alors vous pouvez être encore complètement louf et imaginer que vous allez aller sur Mars. Alors là, je vous dis tout de suite, paix à votre âme. Parce que si vous pensez qu'il est intelligent, parce qu'on n'est pas capable de maintenir la vie sur Terre, d'aller la créer ex nihilo sur Mars, il y a un petit problème de raisonnement. C'est que vous êtes un peu neuneux. Maintenant, vous êtes obstiné dans le caractère neuneux, ce qui est assez significatif de l'humanité en général. Eh bien là, sachez qu'il va vous falloir transformer l'atmosphère de Mars pour la rendre, pour qu'elle puisse accepter la vie, lui permettre son développement. Ça va vous mettre à peu près 1 milliard d'années. Ça vous donne une certaine marge. Hein. Bon. Et puis, lorsque vous aurez fini, comme Sisyphe, vous allez devoir recommencer. Parce que la masse de Mars est insuffisante pour maintenir, par attraction, une atmosphère semblable à la Terre. Donc désolé les amis, nous n'avons qu'une planète. Et si vous voulez vraiment continuer à y vivre, eh bien réduire. Il n'y a que cela. Et pour rebondir sur ce que dit Dominique, je crois que ces espoirs en la technologie, pour moi c'est un peu du niveau d'allumer un cierge, quoi. C'est avoir d'espoir que quelque chose nous sauve. Mais bon. Il nous reste une seule question. Je peux la poser? Ah bah allez-y. Oui, Monsieur Bourg, vous avez parlé de l'âge atomique, 1945. On rentre dans l'âge atomique et apparemment c'est une catastrophe pour vous. Mais la question est, si l'âge atomique de 1945 nous a permis de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, sans armes nucléaires, comme on aurait fait. Et puis ensuite, le monde de 2022, sans centrales nucléaires. Comment vous l'imaginez? Un monde sans centrales nucléaires. Et puis en plus de l'ère atomique, vous n'avez pas parlé de l'ère du pétrole et l'ère du charbon également. C'est des ères importantes. Ça a commencé par ça. Je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous apporter des réponses assez nuancées. En ce qui concerne l'arme atomique, c'était par exemple la thèse de Gérard. Effectivement, pendant des décennies, l'épée de Damoclès nucléaire
a fait, alors on est passé parfois à ça, hein, notamment l'histoire de la baie des cochons, etc., mais a quand même fait que les deux grands de l'époque ne se sont pas tapés dessus. Mais je vous rappelle que depuis au moins 2018, la Russie a entrepris une doctrine nucléaire qui n'a plus rien à voir avec ça. Posséder des ogives nucléaires, ça vous permet de casser la gueule à toute nation qui n'en a pas. Et ça vous donne la guerre d'Ukraine, avec l'appui de plus la moitié de l'humanité. Donc, ce qui a joué est en train de changer aujourd'hui. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, plutôt pour le nucléaire civil, ben là aussi, je vais vous étonner. Nucléaire ou pas, je vais vous dire, je m'en fous. En fait, pour moi, le plus important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de système énergétique propre. Ça n'existe absolument pas. On parle de renouvelables, on parle d'éolien, on va l'opposer au nucléaire à d'autres choses. Mais non, un système énergétique, c'est pas... Si vous avez, si vous voulez, une grande partie de votre production d'électricité qui est assurée par des renouvelables, eh bien, vous allez devoir convertir une grande partie de l'énergie que vous allez produire en hydrogène. Vous allez devoir, si on imagine que ce système-là se développe sur la Terre entière, je ne sais même pas s'il y aura assez de métaux, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ça entraîne l'augmentation des activités extractives sur Terre d'un facteur 7. Et en fait, vous avez une telle mobilisation de métaux, une telle pollution avec la question de l'hydrogène, qu'il n'y a pas de différence de degré, enfin de nature entre les renouvelables et ce qu'on appelle le nucléaire. Il y a une différence de degré. Donc si vous regardez par exemple le travail de prospective qu'a fait en France, réseau de transport électrique RTE, hein, avec l'Union européenne, il faut qu'il y ait un seul acteur pour le réseau. Ils ont fait un exercice de prospective qui est très intéressant. Il y a deux scénarios. Dans un, je crois, le nucléaire doit être amené à 16, dans l'autre à 35%. Moi, je pense que ça, c'est un scénario assez raisonnable. Et en tout cas, c'est la base d'un vrai et bon débat public. Donc le problème, c'est que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées que ce qu'on croit, que ce soit pour le nucléaire militaire ou que ce soit pour le nucléaire civil. Il faut toujours raisonner dans la nuance et jamais croire quand on vous dit, qu'on vous donne des positions noir-blanc. En général, ça marche très peu. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris un peu de temps. Si on veut prolonger la discussion, vous dédicacez, hein, et vous dédicacez tout de suite sur dans vos stands respectifs. D'accord. Donc on peut aller vous voir sur vos différentes places. Merci beaucoup, on les applaudit.